sciatique, et puis on fera un petit point sur comment joindre le service de néphro, le délai, sous quelle forme, voilà. Alors, on va commencer à parler de l'insuffisance rénale aiguë, qui se définit par une élévation de la créatinémie. La particularité de la créatinémie quand même, c'est que chacune a une créatinémie de base qui lui est propre, puisque la créatinine est un dérivé métabolique de nos muscles, donc en fonction de notre masse musculaire, de notre âge, on ne va pas tous avoir la même créatinine. Bon, les définitions que je vous présente, elles ne sont pas récentes, elles datent d'il y a une vingtaine d'années. On peut en utiliser plusieurs, je vous présente les principales. En gros, quand on a une insuffisance rénale sous-jacente et une créate à plus de 220, on va parler d'IRA quand la créate va augmenter de 20%. En dessous de 220, une augmentation de 44 micromoles par litre définit l'insuffisance rénale aiguë. Je trouve qu'elle n'est pas très simple à utiliser cette définition. Je préfère la deuxième qui permet dans le même temps d'emblée de la stadifier, de dire dans quel degré de sévérité on se trouve, et qui est basée, donc encore une fois, sur la créatinine de base, mais également sur la diurèse, ce qui est moins facile à obtenir sur une consultation. En tout cas, l'insuffisance rénale aiguë est définie à partir de 5 fois la valeur de base. Entre 1,5 et 1,9 fois la valeur de base, on est sur l'IRA stade 1. Entre 2 et 2,9 fois la valeur de base, stade 2. Plus de 3 fois la valeur de base, stade 3. On tâchera de caractériser l'insuffisance rénale aiguë par la rapidité de son installation. Est-ce que c'est brutal? Est-ce que c'est progressif? Est-ce que c'est rapidement progressif? Et ce qui est important dans l'insuffisance rénale aiguë, c'est, entre guillemets, si je puis dire, de ne pas rater le coche, parce qu'en quelques semaines, on va avoir une perte de parenchyme rénale et un pronostic qui peut être plus ou moins sévère rapidement. Les questions qu'il vous sera utile de poser. Bon, ce qui est très important, c'est les circonstances de survenue et les signes extra-rénaux. Je suis fatiguée, j'ai perdu du poids, j'ai de la diarrhée, j'ai de la fièvre, j'ai du sang dans les urines, j'ai des crampes, etc., etc., etc. À partir de quel moment on date le début de l'insuffisance rénale aiguë, et c'est souvent comme ça, moi, que je commence l'interrogatoire quand on reçoit les patients à l'hôpital, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Ça a démarré telle date, qu'est-ce qui s'est passé, ou qu'est-ce qui s'est passé les 15 jours, 3 semaines avant. Bon, évidemment, l'enquête médicamenteuse, de façon très large, avec les médicaments qu'on va regarder tout de suite, les diurétiques, également les AINS, est-ce qu'il y a eu biode, mais on fait aussi l'enquête des antibiotiques, les IPP, qui ont un potentiel néphrotoxique qui n'est pas fréquent, mais qui est net et qui peut donner des insuffisances rénales aiguës. La date d'introduction des médicaments, la dose, enfin voilà, l'enquête policière. Évidemment, si c'est quelqu'un qui est sous chimio, sous immunothérapie, bon, la néphrotoxicité est bien connue, mais ce que ça va générer, c'est peut-être un peu dans la rapidité de la prise en charge. Et donc, les signes associés au niveau néphrologique, les douleurs rénales, les signes fonctionnels, l'hématurie macro, la fièvre. Est-ce que le patient a perdu du poids? Si on est dans un contexte de troubles digestifs ou pas, ou dans un contexte plutôt de maladie inflammatoire. Et est-ce que vous urinez ou est-ce que vous n'urinez pas? Est-ce que vous urinez comme d'habitude ou est-ce que vraiment vous urinez moins? Ça, c'est très important. Parce que si vous dites j'ai pas uriné depuis hier, on sait qu'on est d'emblée dans quelque chose de sévère. Alors le bilan, je représente un petit peu le bilan parce que même si la situation va générer un avis néphrologique, j'en reparle après, il y a des choses qu'on peut demander rapidement et qui vont quand même nous assez vite nous orienter. Alors dans les étiologies de l'insuffisance rénale aiguë, il y a tout ce qui va être obstructif, le post-rénal, ça tout le monde y pense bien, et j'ai bien conscience que c'est pas facile d'avoir une écho rénale forcément dans les 24 heures, mais en tout cas si c'est quelque chose qui semble moyennement sévère, on peut lancer la demande d'écho rénale quitte à ce que nous on la fasse après si on récupère le patient.
Ce qui va être effectivement plus rapide en fonction du contexte, si on suspecte quelque chose de pré-rénal, sur de l'hypovolémie, les troubles digestifs, les diurétiques, ou bien les médicaments qui modifient l'hémodynamique rénale, les IEC, les ARA2, les diurétiques, les AINS, etc. En tout cas, là, ce qui va nous aider, s'il y a un doute, c'est l'ionogramme urinaire sur échantillon, c'est-à-dire il sort de votre cabinet, il va directement uriner au labo, et si on a un ionogramme urinaire qui est fonctionnel avec une natriurèse qui est inférieure à la kaliurèse, on sait qu'on est sur du pré-rénal, et c'est assez simple entre guillemets. L'insuffisance rénale aiguë qu'on appelle rénale, c'est celle par atteinte des structures parenchymateuses, donc c'est pas de l'obstacle après, c'est pas de l'hypoperfusion avant, c'est bien une des structures du tissu rénal qui est touchée. Ça peut être les vaisseaux, est-ce qu'il y a de l'hypertension artérielle, est-ce qu'il y a de l'hématurie, est-ce qu'il y a de la douleur, ça peut être le glomérule, donc est-ce qu'il y a de la protéinurie, est-ce qu'on est dans le tubulo-interstitiel. Donc, comment est la tension? Encore une fois, elle est haute, elle est basse, il y a des douleurs d'un côté, des deux côtés, etc. Et là, ce qui va vraiment, et je pense que tout le monde a la possibilité de le faire, mais en fait, je ne suis pas sûre, la bandette urinaire va nous donner énormément d'informations. C'est-à-dire que si on a une IRA, des signes extra-rénaux, des protes du sang, on est sur une glomérulonéphrite. Et là, pour le coup, c'est l'accès à la ligne néphro directe et à l'hospitalisation très rapide. En tout cas, c'est vraiment une information qui est très importante. Sachant que parfois, sur des urines très concentrées, la bandette urinaire peut marquer, et quand on fait le dosage pondéral, c'est moins sévère. Mais en tout cas, une insuffisance rénale aiguë à BU strictement négative oriente quand même et d'une certaine façon peut rassurer, je dirais d'une certaine façon, en tout cas donne beaucoup d'informations. Et de la même façon, en sortant de votre cabinet, il peut aller au labo faire un ratio protéines sur créatinine, une ECBU, dont on a les résultats très rapides et qui vont nous dire, oui, on a une protéinurie, elle est de rang néphrotique ou pas, il y a une hématurie associée. Et après, quand vous allez nous appeler pour nous demander l'avis, ça c'est des informations très très précieuses. Bon, ensuite, si on a des œdèmes, l'albuminémie, la protidémie, pareil, c'est des choses très informatives dont on peut avoir les résultats rapides. Le bilan immunologique, soit si vous avez effectivement une arrière-pensée forte pour un lupus, voilà, il ne faut pas hésiter à le faire partir, sinon ce sera fait chez nous. L'électrophorèse des protéines sériques également, parce que bon, le rein est une porte d'entrée assez fréquente dans le milieu. J'avais fait il y a plusieurs années, en 2019, quand on commençait les formations, j'en parlais tout à l'heure, cet arbre décisionnel qu'en fait j'ai ressorti parce que je le trouve toujours bien. Qui part d'une élévation de la créatinémie supérieure à 100. Donc vous avez compris que c'est très imparfait. Hein. Ça, j'aurais pu changer pour le coup et parler plutôt de créatinine, enfin de valeur de base. En tout cas, est-ce qu'on est dans les critères de l'insuffisance rénale aiguë? Est-ce que ça a augmenté ces 3 derniers mois? Si non, on est dans la maladie rénale chronique. Si oui, on est dans l'insuffisance rénale aiguë. Est-ce qu'on est sur du grade 1 ou du grade 2? Est-ce qu'on est dans un contexte pré-rénal évident? Il y a des troubles digestifs, il y a des médicaments favorisants, il y a des signes cliniques de déshydratation. Au ionogramme, il y a une hyponatrémie, il y a des choses qui vont bien avec. Si oui, c'est assez facile, on arrête les médicaments, on corrige la volémie, les électrolytes, soit par voie orale si c'est possible, soit hospitalisation. Ça va mieux, c'est très bien, ça va pas mieux, avis néphrologique. Si possible, je vous l'ai dit, le iono-U sur échantillon, ça va venir nous conforter. Après, si votre tableau clinique il est évident, je ne dis pas qu'il faut absolument faire un iono-U. Le iono-U, ça peut aider dans les cas où on n'est pas sûr. Si on n'est pas dans un contexte pré-rénal évident, est-ce qu'il y a un globe? Est-ce qu'on a de quoi faire un bladder? On fait une écho rénale. Si c'est obstructif, l'uro, chez nous aussi, s'il n'y a pas de possibilité de porte d'entrée dans l'urologie, on prend régulièrement en charge des IRA obstructives, en tout cas ça veut dire hôpital. On fait la petite bandette urinaire qui va bien. Si effectivement elle est pathologique, ce sera intéressant d'avoir un dosage pondéral qu'on peut faire sur échantillon, et même il ne faut pas perdre de temps à faire des urines des 24 heures, c'est vraiment sur échantillon. Un ratio protéines sur créatinine.
une ECBU pour savoir s'il y a une hématurie associée. S'il y a un syndrome glomérulaire associé à l'insuffisance rénale aiguë, ça va être avis néphrologique et probablement hospitalisation pour biopsie rénale dans un délai qui va dépendre de la sévérité de l'insuffisance rénale. Si on a fait une BU, il n'y a rien. Si on ne comprend pas ce qui se passe et qu'on est toujours dans une insuffisance rénale aiguë, évidemment, avis néphrologique. Si l'insuffisance rénale est sévère, donc à partir du grade 3, là c'est direct l'avis néphrologique, sachant que c'est discutable. Ça peut être une hypovolémie très sévère, une déshydratation très sévère, qui peut générer ces chiffres-là. En général, le patient est un peu fatigué et il va falloir plutôt l'hydrater IV. Voilà. Avec évidemment les petits voyants rouges. L'IRA hypercapnique, l'IRA urique, l'IRA avec l'OAP, qui ne fait pas discuter, et la prise en charge urologique urgente, la pyélonéphrite obstructive, la lithiase sur le rein unique, l'hyperalgie, c'est moins sujet à discussion. Donc, ce qui est important, c'est effectivement repérer l'insuffisance rénale aiguë en réfléchissant bien sur la créatinémie de base. Attention aux morphologies extrêmes, c'est-à-dire que 100 créates chez quelqu'un dont la créatinémie de base c'est 45, on est déjà sur une IRA qui est sévère et en fait parfois on se fait avoir. L'insuffisance rénale aiguë ne doit pas faire l'objet d'une demande de consultation, je vous en parle à la fin dans comment joindre le service de néphro. Par définition, ça ne doit pas faire l'objet d'une demande de consultation car malheureusement nos délais sont dramatiquement longs. Alors on s'est mis des garde-fous pour ne pas passer à côté de demandes d'insuffisance rénale aiguë. Pareil, je vais vous en reparler. On est très pénible sur les demandes de consulte et on les étudie toutes, une par une. Et en tout cas, on gagnerait du temps tous si ça ne passe pas par la consulte, soit par le téléphone, soit par le mail. L'IRA stade 3 ou l'IRA où vous sentez le truc inflammatoire, hématologique, ça va être avis néphrologique téléphonique directement, plus ou moins hospitalisation directe. Diagnostic à ne pas laisser passer, absolument pas, c'est la glomérulonéphrite rapidement progressive. Ça veut dire, donc c'est le syndrome glomérulaire qui associe l'insuffisance rénale aiguë, rapidement progressive, on dit sur un délai de 8 semaines, avec une protéinurie, une hématurie. La protéinurie, elle peut être de sévérité tout à fait variable. Elle est de rang glomérulaire, donc à minima 1 gramme par gramme. Mais elle peut être juste à 1 gramme et des fois on va être à 4 grammes. Enfin, ça dépend de la pathologie, de où on en est. Ce qui est sûr, c'est que l'hématurie est toujours forte. Et après, le diagnostic étiologique, nous on va assez vite à la vascularité en cas. Ça peut être le lupus, ça peut être l'IgA vascularitique, ça peut être une cryo, ça peut être différents diagnostics qu'on fera, notamment avec l'aide de la biopsie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut vraiment pas laisser passer la GNRP ou passer le délai des fameuses 8 semaines, on peut avoir 100% des glomérules détruits. 100% des glomérules détruits, ça veut dire DELS. Ça veut dire diagnostic au stade dépassé. La bandelette urinaire, vraiment à faire en cabinet si vous pouvez, parce que très informatif, très rapidement. Et les courriers, ok. La maladie rénale chronique. Donc, la maladie rénale chronique se définit par la présence d'une atteinte lésionnelle rénale qui peut se manifester par une albuminurie, une protéinurie, une hématurie, une leucocytérie aseptique, une anomalie morphologique quelle qu'elle soit, plus ou moins associée à une altération fonctionnelle, c'est-à-dire un débit de filtration glomérulaire estimé selon CKDI en dessous de 60 ml par minute. On peut avoir l'un ou l'autre. Quelle que soit la cause, sur une durée, contrôler plusieurs fois sur au minimum 3 mois. Ça, c'est la définition HAS de la maladie rénale chronique. La maladie rénale chronique, c'est une maladie qui est embêtante parce qu'elle est fréquente. Ça touche 10% de la population générale, pas la population rénale, mais 10% de la population générale, qui vont présenter des marqueurs d'atteinte rénale plus ou moins une altération de l'IFG. En soi, ce qui va nous poser problème, c'est l'IRC stade 5, l'IRC terminal, dont le risque est faible, mais qui concerne quand même annuellement 95 000 patients en France. 50% d'entre eux arriveront à ce stade-là en lien avec une maladie diabétique ou hypertensive. Une population dont la mortalité est représentée principalement par les maladies cardiovasculaires, parce que le risque cardiovasculaire est inversement proportionnel aux IFG.
Et ce qui nous crée beaucoup de soucis et de problèmes parfois, c'est que c'est une maladie qui est donc volontiers silencieuse, dont le diagnostic est parfois tardif, alors que on peut faire des choses avec de la prévention. Le registre rein permet chaque année d'évaluer un petit peu les chiffres autour de l'insuffisance rénale sévère. Donc vous voyez que globalement, 10 000 nouveaux patients par an, grosso modo 10 000 décès, un taux de mortalité de 10%, principalement quand même en dialyse plutôt que chez les patients greffés, une pathologie des sujets heureusement pas trop jeunes, mais enfin quand même, un âge médian chez les greffés à 59 ans. Donc une maladie qui est quand même bien embêtante et je n'ai pas redit là, mais c'est quand même un problème médico-économique puisque 3% des dépenses de la CPAM vont à cette 0,1% de population qui subit préparation à la dialyse, dialyse, greffe, redialyse, greffe, etc. Et ça représente beaucoup d'argent. Il va donc falloir dépister les patients à risque de maladie rénale chronique. Et c'est là où il y a du travail parce qu'ils sont nombreux. Donc évidemment, les diabétiques, les hypertendus, mais pas seulement, les personnes en surpoids ou en situation d'obésité, les fumeurs, les patients qui font des calculs, les personnes qui sont ou ont été pris en charge pour une maladie tumorale. Voilà, j'ai l'habitude de dire aux patients quand je les vois en consultation que n'importe quel événement qui a pu arriver dans la vie est susceptible d'avoir entamé la réserve rénale et X années plus tard causé de l'insuffisance rénale. Donc les histoires obstétricales, les grosses histoires chirurgicales, voilà, tout ça est susceptible d'avoir retenti sur la fonction rénale. Et donc 2 tests pour dépister la maladie rénale chronique, donc 2 marqueurs importants, le débit de filtration glomérulaire estimé sur la base de la créatinémie et le dosage de l'albuminurie. Et l'albuminurie seule n'est pas utile, comme la protéinurie, c'est vraiment le ratio albumine sur créatinine qui permet de s'affranchir du degré de concentration des urines au moment du dosage, puisqu'on a beaucoup bu, les urines sont diluées, la protéinurie ou l'albuminurie va apparaître faible, alors qu'au contraire, si on est plutôt déshydraté, elle va apparaître élevée, donc on réfléchit sur le ratio. Si on a un des marqueurs d'atteinte rénale, il est préconisé de retester dans les 3 mois, et si c'est confirmé, on parlera de maladie rénale chronique. Et j'insiste sur le fait que si vous avez une arrière-pensée sur quelque chose d'aigu, parce que l'histoire clinique, parce que etc., il faut pas se tromper, et c'est là où c'est tout difficile pour vous, entre l'insuffisance rénale aiguë et la maladie rénale chronique. Si le DFG est préservé, l'albuminurie est négative, il faut retester cette population à risque au moins 1 fois par an. La sévérité de la maladie rénale chronique se définit en 5 stades que vous connaissez bien. Donc maladie rénale chronique sans insuffisance rénale pour les stades 1 et 2, et avec insuffisance rénale qui va être modérée, sévère et terminale. Je déteste ce terme, mais c'est vrai que c'est comme ça que c'est noté. En tout cas, je n'en encore pas avec les patients parce que je trouve que c'est un peu rude, en fonction du débit de filtration glomérulaire. Excusez-moi, par rapport au dépistage de fumeurs, l'obésité, surpoids, à partir de quel âge vous préconisez de leur faire une bio avec justement créate et l'albuminurie? Alors, à ma connaissance, c'est pas écrit l'âge. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les gros fumeurs ou les situations d'obésité, on voit apparaître des signes très tôt. Ça dépend aussi peut-être de l'ancienneté du tabagisme, de l'ancienneté des troubles, mais je pense que dès 25-30 ans, il faut, ne serait-ce, mais parce qu'encore une fois, on voit apparaître des symptômes précocement, et on voit parfois des jeunes gens qui ont des anomalies, et sinon, pour les sensibiliser au fait que c'est un problème. C'est-à-dire que les jeunes gens qui sont gros fumeurs ou qui sont en situation de surpoids ou d'obésité banalisent ça totalement, et après quand on leur explique que ça peut entraîner d'authentiques glomérulopathies,
tombent un peu de leur chaise, ils ne comprennent pas. Donc moi je pense qu'au plus tôt on le fait quand il y a effectivement ces facteurs de risque, et au mieux c'est. Alors, un autre point qui est effectivement important, ça va être l'évaluation du risque de progression de cette maladie rénale chronique. Globalement, pour faire simple, vous avez le tableau de l'AHS qui est assez récent, et pour faire un peu logique, plus l'insuffisance rénale elle est sévère au moment où on la diagnostique, plus le taux d'albuminurie est élevé et plus le risque évolutif de cette insuffisance rénale vers le fameux stade 5 est lui-même également élevé. Les grades sur l'albuminurie en milligrammes par millimol, donc on va dire négatif en dessous de 3 mg par millimol, faiblement positif entre 3 et 30 mg par millimol, albuminurie sévère au-dessus de 30 mg par millimol. Et on a l'habitude de ne plus parler d'albuminurie, mais de protéinurie au-dessus de 50 mg par millimol, parce qu'en gros, plus la protéinurie va être importante, plus après on va avoir des protéinuries non sélectives, c'est-à-dire ça va être majoritairement de l'albumine, on peut aussi avoir des protéines de bas poids moléculaires. Bon, ça c'est moins important que là dans le dépistage précoce où on se base effectivement uniquement sur l'albuminurie. Et puis ce score KFRE qui est proposé également maintenant pour définir le niveau de risque à 5 ans ou à 2 ans, encore une fois, plus ce score il est élevé et plus on a un risque évolutif. Là, mais ça vous allez pouvoir m'en parler, en tout cas me dire comment est-ce que vous l'interprétez, mais évidemment ça va dépendre du stade de la MRC, je l'ai dit. Est-ce que les facteurs de progression sont contrôlés ou pas, notamment l'hypertension artérielle, l'étiologie de la maladie rénale chronique, car toutes ne vont pas avoir les mêmes profils évolutifs, notamment tout ce qui va être glomérulopathie, néphropathie diabétique à un stade diagnostiqué à un stade déjà avancé, une néphropathie à IgA qui est particulièrement active, une glomérulopathie séquelaire d'une poussée sévère de vascularite, tout ça, ça va avoir un risque évolutif qui est plus important que j'ai fait une pyélonéphrite une fois, j'ai une partie de mon parenchyme rénal qui s'est détruit, et là s'il n'y a pas d'autres facteurs de risque, ça peut rester tout à fait stable. Et donc évidemment, le suivi évolutif dans le temps et le déclin du débit de filtration glomérulaire annuel va être un élément très important, ainsi que la valeur de l'albuminurie évidemment pour évaluer un peu le niveau de risque et est-ce que j'adresse ou pas au néphro et dans quel délai. Le bilan en cas de maladie rénale chronique, bon, comme d'habitude l'anamnèse, l'écho rénal et des voies urinaires, est-ce que j'ai un rein, est-ce que j'en ai deux, est-ce que j'ai une asymétrie, est-ce que j'ai des lithiases, est-ce que j'ai une obstruction chronique, parce qu'on peut découvrir aussi des obstacles chroniques sur des bilans d'IRC. Le bilan urinaire qui va nous être utile, donc la protéinurie, le dosage pondéral de la protéinurie, l'électrophorèse des protéines urinaires pour savoir si on est plutôt sur quelque chose de purement glomérulaire ou plutôt quelque chose de tubulaire, sur une protéinurie de Ben-Jones. Là, donc le CBU sur échantillon, l'intérêt de faire des urines des 24 heures, ça va nous permettre d'évaluer la diurèse et l'alimentation. Parce que ça va vous en reparler. Encore une fois, on peut faire uniquement sur échantillon un ratio protéines sur créatine du CBU. J'aurai les informations de est-ce que je suis dans une maladie plutôt glomérulaire, plutôt tubulo-interstitielle, mais l'intérêt des urines des 24 heures là est vraiment sur la diurèse. Le cas classique, est-ce que vous savez combien vous buvez? Je bois au moins 1,5 litre. Oui, mais vous urinez 1 litre. Alors soit c'est quelqu'un qui transpire beaucoup, soit c'est quelqu'un qui a des diarrhées, soit c'est quelqu'un qui, et c'est normal, ne sait pas ce qu'il boit, parce que c'est dur de savoir. Ou alors le fameux, voilà, il ne faut pas manger trop salé. Ouh là là, mais je ne mange pas du tout de sel, jamais. Là, j'ai 15 grammes dans les urines. Ah bon? Ça c'est vraiment un gros classique, mais encore une fois, je ne suis pas la mieux placée pour en parler, Patricia reviendra là-dessus. En tout cas, ça nous donne des infos. Bon, glycémie à jeun, hémoglobine glyquée, électrophorèse des protéines sériques, ça c'est pareil dans les bilans de MRC. Si vous savez qu'on ne va pas voir votre patient tout de suite, il ne faut pas hésiter à faire l'électrophorèse des protéines sériques pour ne pas se faire avoir sur la gammapathie monoclonale. Bien que nous, quand on dit ça n'a pas l'air urgent, je verrai le patient dans X temps, on envoie une ordonnance de première fois et on demande au patient de faire le bilan de première fois tout de suite.
Et comme ça, après, quand on le reçoit, si jamais il y a des signes d'appel qui nécessitent qu'on le voit avant, on le voit avant. Et dans ce bilan de première fois, il y a l'électrophorèse des protéines. Il ne faut pas passer à côté de la gallopathie monoclonale. Les complications qu'on évalue à partir du stade 3B, bon, la sérologie hépatite B, ça va être pour vacciner ceux qui vont être susceptibles de dialyser et de voyager. C'est-à-dire qu'on est un peu moins pénible avec la vaccination hépatite B chez les personnes âgées qui soit ne dialyseront jamais, soit ne seront pas bien susceptibles de sortir du territoire français. Bon, en tout cas, on l'a fait. Il est préconisé de préserver le bras non dominant très rapidement dans la prise en charge de la maladie rénale chronique pour préserver le capital veineux, pour pouvoir leur faire des fistules artério-veineuses le moment venu. Donc à partir du stade 3B, il faut préserver le bras qui écrit pas pour pouvoir faire une fistule. Ensuite, je recherchais l'anémie, les carences en fer, en vitamine B9, B12, le bilan nutritionnel, Patricia en reparlera, le bilan métabolique, donc est-ce qu'il y a une acidose, est-ce qu'il y a une hypercalémie, le bilan phosphocalcique, l'hypocalcémie, l'hyperphosphorémie. Rapidement dire aux patients, pas d'automédication, éviter la prescription d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, éviter les expositions à l'iode. Éviter, on autorise quand même parfois évidemment l'utilisation d'iode si le rapport bénéfice-risque est jugé en faveur. Limiter les transfusions, ça c'est pour éviter d'immuniser les patients qui sont susceptibles d'être greffés. Et très important d'adapter la posologie des médicaments au débit de filtration glomérulaire. Donc moi je vérifie tout le temps. Dans le Vidal, il y a un onglet adaptation de posologie maintenant qui relie directement au GPR. Et vraiment, j'ai la vérification automatique parce que j'oublie. Pourquoi éviter les transfusions? C'est pour éviter d'immuniser les personnes qui seront candidats à une transplantation. Pour éviter qu'ils développent des anticorps contre la population générale et qui limitent leur accessibilité au greffon. Si jamais leur maladie elle évolue vers le stade 5 et qu'on leur propose une greffe. Quoi. Dès le stade 3B, il faut faire, en fait, dès le stade 3B, on fait comme si c'est quelqu'un qui allait arriver au stade 5. On préserve son bras non dominant, on évite les transfusions, on évite de l'exposer aux néphrotoxiques, etc. Mais alors, si on passe sans transfusion. Ah, voilà. S'il y a une urgence vitale, on le fait, évidemment. Mais si, par exemple, des fois, à l'hôpital, on se pose des questions, mais je pense que vous, c'est moins. Bah oui. Oui. Mais nous, des fois, on se pose la question, bon, voilà, c'est juste, qu'est-ce qu'on fait, on transfuse pas. Clairement, si c'est quelqu'un qui est susceptible d'être greffé, on transfuse pas. On passe du fer, on blinde de PO, voilà. Et vous, la situation qui peut se présenter, c'est je trouve une insuffisance rénale, il a 9 d'hémoglobine, il est fatigué, il est essoufflé, je sais pas trop, il est cardiaque, nanana. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'envoie transfuser ou pas? Ça on peut discuter ça par téléphone. Mais en gros, l'idée, c'est de dire, non, on essaye d'éviter de transfuser les insuffisants rénales. Et l'issue de la greffe. Donc, le petit tableau pour la maladie rénale chronique, donc une élévation de la créatinine et une élévation de la créatinémie, qui est stable depuis les 3 derniers mois. Donc, pour les stades 1, 2 et 3A, s'il y a des questions ou des choses qui sont susceptibles d'amener à une consultation, ce sera de toute façon effectivement sans urgence. À partir du stade 3B, 4, si on est dans une situation de stabilité, si ce n'est pas quelque chose qui évolue rapidement, le délai de consultation, malheureusement, elle va être de 6 mois. Pour les stades 5, ou bien pour les formes qui sont rapidement évolutives, donc baisse du débit de filtration glomérulaire à plus de 5 millilitres, on peut être dans le chronique et avoir quand même malheureusement cette vitesse d'évolution, notamment chez les diabétiques. Ou bien si en parallèle de la maladie rénale, vous avez une HTA réfractaire, syndrome néphrotique, là ça va être agité tonique, consultation rapide. Le bilan, en fait, il est relativement semblable à celui qu'on peut avoir dans l'insuffisance rénale aiguë, ça veut dire une écho rénale, une bandelette urinaire et ensuite le dosage pondéral. Le bilan décompliqué, la glycémie, l'électrophorèse, l'ANF, parce que ça nous donne des infos, encore une fois, quand on trouve des insuffisances rénales,
Ça me donne des infos de savoir s'il y a une anémie, elle peut être secondaire à la maladie rénale chronique ou alors ça peut être lié à une hémopathie. Est-ce qu'il y a une lymphocytose, où là on va aller chercher plutôt quelque chose qui est lié à, je sais pas, une lymphocyte chronique, ce genre de choses. Et l'électrophorèse des protéines sériques. Bon, et après c'est ce que je vous ai dit, on évite les néphrotoxiques, on adapte la posologie des médicaments, on préserve le bras non dominant, on met à jour les vaccins, j'en ai pas parlé. La population des personnes atteintes de maladies rénales chroniques, c'est une population qui est à risque de tout, ça fait partie d'une catégorie de patients qui est plus à risque sur le plan infectieux, donc qui sont concernés par un certain nombre de recommandations vaccinales, pneumocoque notamment, zona, hépatite B. La prévention en maladie rénale chronique repose sur beaucoup de choses. On a en fait pas mal d'armes pour essayer de lutter contre l'évolution de l'insuffisance rénale chronique, donc l'équilibre strict du diabète, l'équilibre strict de la pression artérielle, la réduction le plus possible de l'albuminurie via les médicaments et les prises en charge non médicamenteuses, l'activité physique régulière, le contrôle pondéral, l'adaptation des traitements des filtration glomérulaire, l'alimentation, je passe parce que ça va être traité après moi, le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire, et il faut harceler les patients sur le sport et sur l'arrêt du tabac. Il ne faut pas hésiter à remettre des couches, à écrire sur l'ordonnance arrêt du tabac. C'est une pharmacienne qui m'a donné ce truc, elle me dit, nous quand on voit sur l'ordonnance arrêt du tabac, on leur en parle, et en fait à force, ça peut marcher. Éviter la consommation d'anti-inflammatoires, l'hydratation à 1,5 litre par jour, sauf cas particulier de syndrome néphrotique, d'insuffisance cardiaque et compagnie. Les traitements médicamenteux, donc pendant très longtemps on a eu uniquement le blocage du système rénine-angiotensin-aldostérone, les IEC, les ARA2, auxquels maintenant s'ajoutent les inhibiteurs des SGLT2. On commence à voir également apparaître dans la littérature un effet des analogues du GLP1 sur avec un bénéfice sur l'évolution de la maladie rénale chronique. Il y a également des choses qui sont sorties sur les antagonistes des minéralocorticoïdes, et en particulier la finérénone, mais qui a moins fait sa preuve sur le ralentissement du déclin de la maladie rénale. Sa place est moins claire. Je vous ai remis ce tableau intéressant qui est paru dans la revue du praticien mars 2025, peut-être l'avez-vous vu, avec les 3 molécules que nous avons à disposition, la canagliflozine, la dapagliflozine et l'empagliflozine, et les essais thérapeutiques contrôlés qui ont en gros tous montré un bénéfice de la classe médicamenteuse sur le critère de jugement principal rénal, qui était l'évolution de la maladie rénale, l'évolution vers le stade 5, et également les décès d'origine cardiovasculaire ou rénale. Je reviens, je n'insiste pas, c'est pas le thème du soir. J'insiste juste sur un point, qui est que pour introduire un inhibiteur de SGLT2, il faut être déjà à dose maximale tolérée d'IEC ou d'ARA2 depuis au moins 4 semaines. Pourquoi? Vous dites tout le temps ça, mais pourquoi? Oui, c'est les recommandations en tout cas, c'est les critères d'inclusion. Et ensuite, comme c'est des médicaments qui modifient l'hémodynamique rénale, c'est un peu ce que disait la cardiologue la semaine dernière, Claire Alexandre, quand les cardiologues introduisent un petit peu tout en même temps, tous les médicaments qui modifient l'hémodynamique rénale, on augmente le risque d'intolérance, que ce soit sur l'hypotension artérielle, le risque d'hypovolémie et le risque de dégradation de la fonction rénale quand on met tout en même temps. Et de toute façon, c'était les critères un petit peu d'inclusion de l'étude, donc on s'y tient, mais notamment par rapport au risque d'intolérance. Par rapport au risque d'intolérance. Si on met IEC full dose, aldostérone pour la tension, inhibiteur de SGLT2 tout en même temps, il y a moyen que ça se passe pas très très bien. Sur la pression artérielle qui risque de chuter, sur la créate qui risque de monter, et finalement après on va revenir en arrière parce qu'il faut suspendre, recontrôler. Voilà. Donc IEC, ARA2, on titre jusqu'à dose max tolérée, et ensuite inhibiteur de SGLT2. Rapidement, les indications des inhibiteurs de SGLT2 en néphroprotection concernent les patients atteints de maladie rénale chronique indépendamment du ratio albumine sur créatinine, c'est-à-dire dès qu'on est en dessous de 45 minutes, il y a un bénéfice qui a été montré, sachant que le cut-off
inférieure de prescription est de 25. Ça veut dire que en dessous, quand on est déjà à un DFG en dessous de 25 millilitres, on n'introduit pas le traitement, parce qu'encore une fois, on n'était pas dans les critères d'étude en fait. On n'a pas été étudié. En revanche, si le patient évolue et son DFG passe en dessous de 25 sous inhibiteur de SGLT2, on n'est pas obligé de l'arrêter. On l'arrêtera en dialyse ou en greffe. Et indépendamment du débit de filtration glomérulaire, bénéfice chez les patients albuminuriques avec un ratio supérieur à 200 mg par gramme. En dehors de ces situations-là, il y a également des indications qui existent pour un RAC moins élevé, 30 mg par gramme, pour des DFG entre 45 et 60, qu'il faut juger en fonction du rapport bénéfice-risque. Autrement dit, quel est l'âge, quel est le risque d'intolérance, est-ce que c'est une maladie rénale qui évolue ou pas, quel est le bénéfice de rajouter encore une molécule. Il y a des situations de non-indication, tout simplement parce que ça n'a pas été, étudié, qu'est la néphropathie lupique, la vascularite, la polykystose chez les greffés. En pratique, dès qu'ils ont un critère sur le DFG, sur la protéinurie, on le prescrit. La non-indication et celle qu'on respecte, c'est la néphropathie diabétique de type 1 en raison du risque d'acidocétose inhérent à l'insulinogénie. Ça a été également moins étudié dans certaines glomérulopathies comme l'IgA et les glomérulopathies avec syndrome néphrotique, HSF, LGM, mais les sociétés savantes s'accordent pour recommander l'utilisation de ce médicament. En règle générale, vous êtes moins confronté à la prescription de première ligne dans ces catégories-là, alors que pour les malades rénales chroniques et diabétiques notamment, vous êtes tout à fait... c'est vous qui allez le prescrire en fait avant nous, parce que comme on l'a dit, le délai fait qu'on rencontrera le malade plutôt en décalé. Donc il ne faut pas hésiter sur la base de ces recommandations et indications qui sont très claires à prescrire la classe médicamenteuse une fois que vous avez titré l'IEC-RAD. Bon, ça reprend, je pense que vous aurez les diapos si vous voulez, comme ça vous avez les infos, les chiffres, j'avance. Donc les messages principaux dans l'insuffisance rénale chronique, la formule de référence c'est vraiment CKD-EPI. Il faut bien distinguer le déclin physiologique du déclin pathologique. Donc le déclin du débit de filtration glomérulaire, c'est 1 ml en gros par an à partir de 40 ans. Ça c'est le déclin physiologique. Entre 2 et 5 c'est moyennement rapide, supérieur à 5 ml par an c'est déclin rapide. On adresse le patient en consultation à partir du stade 3B. Et je vous ai mis, on discute en fonction de l'âge, puisque je rappelle que le vieillissement physiologique fait que chez les patients de 80 ans, on va avoir un DFG par définition inférieur à 60. Et ensuite, quel est l'état du patient, quelle est sa comorbidité, quel est son risque évolutif vraiment d'insuffisance rénale sévère. Est-ce que c'est quelqu'un qui est susceptible de bénéficier d'une néphroprotection diététique, médicamenteuse? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on va vraiment préparer à la dialyse? Donc voilà, les personnes très âgées avec un vieillissement pathologique, pour le coup, ça se discute. On peut en discuter soit par téléphone, soit par le fameux courrier d'adressage. Ne pas méconnaître le progresseur rapide, bon, ça va, j'avance.